Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo où nous allons revenir sur la Marine nationale qui fête ses 400 ans cette année, qui a intercepté et dérouté le Grinch, qui en argot américain veut dire être gênant, embarrassant. Alors il n'y a pas de Jim Carrey dans le casting aujourd'hui, par contre nous allons avoir un invité, Pat, que certains d'entre vous connaissent, qui fait partie de l'équipe Débrief, qui a été fusilier marin, qui est déjà monté sur des bateaux en inspection et qui nous racontera tout ça en deuxième partie. En première partie, je vais essayer de vous partager un petit peu de conscience de la situation pour vous permettre de mieux comprendre les éléments qui ont conduit à l'interception, au déroutement et maintenant à la création d'une zone d'interdiction temporaire dans la zone de Martigues où aucun navire a droit d'approcher du Grinch et où aucun aéronef du 24 janvier au 28 janvier 16h n'a le droit d'approcher dans un volume de 1,5 nautique et 2100 pieds autour de ce navire qui est désormais au cœur d'une procédure judiciaire française. Alors ce que nous allons voir, c'est quel est ce bâtiment, qu'est-ce que cette fameuse flotte fantôme, qui est un terme très marketing pour désigner des centaines, j'ai bien dit des centaines de navires. Et surtout après, nous allons revenir en détail sur ces images où vous voyez un NH90 de la 31F, fondé en 1956, mais également un hélicoptère Panther de la 36F, un référent piraterie maritime force spéciale de la marine basé à Hyères, plus jeune flottille de l'aéronautique navale qui met en œuvre du personnel de la marine. D'après certaines sources, le commando Hubert, d'après d'autres sources, ce n'était pas eux. À l'heure actuelle, on ne sait pas, qui nous ont fait un certain remake de Captain Phillips. Look at me, sure. Look at me, sure. I'm the captain now. Alors si vous demandez ce qu'on fait ici, on est à Fuerteventura. Cette année, nous avons notre stage annuel sur place, mais il nous reste également de la place pour le stage dans les Landes. Ça sera en mai. Vous avez les liens juste en dessous. C'est des choses qu'on organise pour le grand public, mais également de manière spécifique pour des entreprises, quand on ne fait pas de la conférence ou du workshop, mais on vous reparlera de tout ça en temps utile. En tout cas, on est pas mal aujourd'hui. Le Grinch, c'est 115 000 tonnes qui appartiennent à Cube Ventures Shipping SA, qui est basée aux îles Marshall, société qui est sous sanctions américaines, japonaises, ukrainiennes. Mais la problématique et le cadre légal sur lequel la France s'est fondée pour son intervention, et nous le mettent dès l'entrée des images officielles, c'est l'article 110 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et pour faire très simple, si un navire militaire a de sérieuses raisons de soupçonner qu'un navire est sans nationalité ou qu'il commet une infraction à la loi sur les pavillons, vous avez le droit de monter à bord et de faire une inspection. Ensuite, une fois à bord, si vous vous rendez compte qu'effectivement il y aurait infraction à la loi sur les pavillons, pour faire simple, que vous portez un pavillon qui n'est pas le bon, typiquement un pavillon du Comore alors que vous ne devriez pas, vous devriez être sous un pavillon par exemple des îles Marshall, eh bien ça peut vous amener au problème que connaît le Grinch actuellement. Maintenant, quelle va être la suite? On verra ça plus tard, car comme vous le savez, en France, on a déjà fait ce type d'interception, c'était le 27 septembre dernier, du côté de Saint-Nazaire, avec un navire qui partait de Primorsk, donc de Russie, qui devait rejoindre Vadinar en Inde, et qui a eu une visite liée au survol de drones au Danemark. Le chef d'état-major des armées avait proposé au président de la République d'intervenir pour vérifier une éventuelle présence de drones, et également une éventuelle infraction au droit du pavillon. Et au final, l'infraction au droit du pavillon n'a pas été retenue, mais a été retenu, accrochez-vous bien, le refus d'obtempérer. Et des poursuites ont été lancées contre le commandant de ce navire, qui est chinois, et qui est convoqué le 23 février prochain au tribunal de Brest. Le navire, de son côté, avait repris sa route vers l'Inde, petit client export de la France dont on risque de reparler ces prochains jours pour le Rafale. Après quelques jours d'interruption, est reparti le 2 octobre. Les Américains de leur côté, ces derniers temps, ont fait 7 interceptions de tankers du fait des sanctions au Venezuela. Et forcément, à cause de ces tensions de plus en plus croissantes, on commence à voir certains navires militaires russes qui accompagnent leurs navires de la, je cite, flotte fantôme, notamment dans la Manche. Ça a été encore le cas la semaine dernière. À noter encore une fois la semaine dernière, l'amiral préfet de la Manche et de la mer du Nord, l'amiral de Guibert, a dit que par jour, dans la Manche, il y a environ 10 navires de cette flotte fantôme qui passent. Donc si vous vous posez une question, mais combien y a-t-il de navires dans cette flotte fantôme? J'ai une réponse pour vous. Déjà,
est-ce que vous savez, mettez-moi dans les commentaires, quelle est la définition d'un navire de la flotte fantôme? Est-ce qu'il y a d'autres flottes fantômes qui existent? Eh bien oui, il y a la flotte fantôme du Venezuela, il y a une flotte fantôme de l'Iran. Pourquoi? Parce que si on cherche à trouver une définition, et c'est pas facile, chacun a un petit peu la sienne, puis c'est très marketing, vous retrouvez en décembre 2023 l'Organisation maritime internationale qui vous propose comme définition que c'est en fait un navire qui met en place des opérations illégales pour contourner les sanctions, échapper au suivi des règles de sécurité et environnementale, essaye de se soustraire aux assurances normales ou fait toute activité illégale. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être assuré avec un navire, généralement, il faut qu'il y ait une inspection sur ce navire, une inspection de la qualité de la navigabilité du bateau. Or, certaines nations sous sanctions, on a parlé du Venezuela, on a parlé de l'Iran, désormais la Russie, ont de gros problèmes pour se faire assurer. Ce qui, au final, a créé le phénomène suivant, des pays qui décident de prendre des vieux navires, de ne pas vraiment les assurer, et du coup se mettent dans l'illégalité par rapport au droit international. En février 2022, il était estimé par certains groupes de recherche que vous aviez environ 600 navires comme ça. En décembre 2023, on parle de 1100 à 1400 navires d'un point de vue mondial. Et si on regarde pour les Russes, d'après le Dryad Global, on est début 2025 sur 300 à 600 navires. De ce que j'ai trouvé là, à l'heure actuelle, on parle souvent de 598 navires donc russes. Je vous rappelle qu'il y a des flottes d'autres nations qui sont dans le même problème. Et un point intéressant, c'est l'âge de ces navires. Ils ont en moyenne 20 à 25 ans, là où en moyenne dans l'industrie, les navires ont 13 ans. Pour info, les Ukrainiens en novembre 2025 ont mis à jour une liste où il y avait plus de 1240 navires. Donc tout ça pour vous dire qu'on a différents chiffres, que c'est difficile de savoir exactement de quoi on parle quand on parle de flotte fantôme, mais que ce n'est pas un ou deux navires, on est en train de parler de centaines, si ce n'est de milliers de navires. Et si vous dites, mais ça fait quand même beaucoup. Eh bien, j'ai deux questions pour vous. Première question, quel pourcentage du commerce mondial passe par les mers? Allez, vous avez 5 secondes pour répondre. 90%. Donc oui, il y a énormément de trafic sur les mers. Et ensuite, qui fabrique ces navires? Deuxième question très importante pour aller sur l'étape d'après, qui sera la présence maritime et militaire sur les mers. Eh bien, à l'heure actuelle, et les Américains ont tiré la sonnette d'alarme, on en parlait il y a quelques mois, à l'heure actuelle, 55% du tonnage mondial en 2024 sortait de Chine, avec près de 40 millions de grosses tonnes. En numéro 2, c'est la Corée du Sud, avec 28%. En numéro 3, le Japon. Les États-Unis, c'est inférieur à 0,1%. La France, on n'est même pas dans le top 10, même si on a d'excellents chantiers navals. Et ça pose un problème pour la capacité à fabriquer, à sortir du navire, civil bien sûr, mais également de guerre, si besoin. Et c'est pour ça que les Américains commencent à vouloir industrialiser et à trouver des solutions pour avoir une capacité à reproduire du navire de guerre s'il devait être engagé dans le Pacifique. Mais là, c'est un autre sujet. Donc parlons un tout petit peu du droit de la mer, mais surtout comment les nations protègent leurs bâtiments. On en a parlé ces derniers temps sur la chaîne à cause de ce qui se passait avec les Houthis et l'opération Aspid qui s'est mise en place en mer Rouge de manière à protéger, à faire des convois. Si vous souhaitez protéger vos navires, on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, vous les entourez de navires de guerre, vous faites des convois. À l'heure actuelle, ce n'est pas du tout ce qui se passe sur Terre, même si, comme je vous l'ai dit, on commence à voir des corvettes, des frégates russes accompagner par endroits certains navires. Et là, vous vous posez la question, les Russes auraient-ils la capacité à accompagner cette gigantesque flotte? Eh bien là, on va compter un petit peu les coques, sans jeu de mots britannique. En France, grosso modo, je vais vous donner des approximations, on a une quinzaine de frégates de rang 1. Ça dépend ce que vous comptez frégates de rang 1. On aime bien y mettre nos frégates légères furtives. Ça va pour accompagner un bateau, mais vous n'allez pas faire la Troisième Guerre mondiale avec. C'est pas très armé. Toujours est-il, une quinzaine de frégates. Les Allemands, une grosse dizaine. Les Italiens, on est dans le même ordre. Pour faire simple, prenez chaque pays majeur d'Europe et dites-vous qu'ils ont une dizaine de navires de combat efficaces. Ça nous fait une bonne centaine de frégates, rien que pour l'Europe. La Russie, de son côté, ne s'est pas construit dans une grosse marine comme les Américains. La marine, c'est beaucoup plus pour faire de la projection. C'est une philosophie plus américaine. Et les Russes, ces 30 dernières années, n'ont pas vraiment développé leur marine. Donc au final, ils ont une dizaine de frégates modernes, ils ont une vingtaine de navires plus anciens, ça leur fait une dizaine, quinzaine de bâtiments réellement projetables. Ce qui n'est pas énorme et surtout ce qui n'est pas suffisant pour couvrir une flotte de 500 ou 600 tankers. Ils ont également des sous-marins, mais comme on a pu le voir dans le cas du Marinera, où un MH Little Bird a été aperçu avant que les Américains ne récupèrent ce bateau sous embargo vénézuélien, vous pouvez mettre un sous-marin à côté,
ça ne va pas changer grand-chose. Juste avant de rentrer dans le détail, on va parler rapidement des commandos Hubert qui ont eu pas mal de presse positive ces derniers temps. C'est normal, c'est un des 7 commandos marines très importants. En France, vous avez l'armée de terre, vous avez la marine nationale, vous avez l'armée de l'air. À chaque fois, on a des forces spéciales. L'armée de l'air a ses commandos parachutistes de l'air. La marine a ses commandos marines. L'armée de terre a ses forces spéciales également. Et ils ont un petit peu des spécialités. L'équivalent un petit peu des Navy Seals qui sont très connus, les Navy Seals, la Team 6, c'est nos commandos Hubert. Commando Hubert, ça vient du lieutenant de vaisseau Augustin Hubert, décédé au service de la France le 6 janvier 1944 sur les plages de Ouistreham. Chaque commando, on en a 7, porte le nom d'un officier tombé en portant les armes pour le succès des armes de la France. Les commandos Hubert, leur spécialité, c'est tout ce qui est l'aéromaritime. Ils vont être chuteurs opérationnels, nageurs de combat, le fameux stage nageur qui est une sélection après le stage commando. Et ils sont tous issus d'un pool de fusiliers marins et on s'apprête à interviewer Pat qui nous vient tout droit de ce corps. Eux, commandos ou ces autres spécialistes, arment les hélicoptères et vont descendre à la corde. Les hélicoptères, comme on l'a vu, on a un Panther avec sa capacité à faire un petit peu gunship, avec un tireur dont on avait vu l'efficacité en mer Rouge. Impact. C'est bon, moteur arrêté. UAV splash. Et on a le NH90, initialement utilisé pour du secours maritime, puis pour de l'anti-sous-marin, et maintenant qui peut être utilisé pour du transport. Certaines images satellites sont sorties où on voit le Grinch accompagné par 2 frégates. À l'heure actuelle, nous ne savons pas, la marine n'a pas communiqué sur quelles étaient ces frégates. D'ailleurs, ces derniers temps, ils ont même effacé le numéro de coque pour rendre tout ça plus discret. Ce qu'il faut savoir néanmoins, généralement sur une frégate française, vous mettez un hélico, pas 2. Donc si vous voulez faire une projection avec un hélicoptère lourd, un NH90 et un hélicoptère de la classe des 4 tonnes comme le Panther, généralement, généralement, il va vous falloir 2 navires. Pourquoi généralement? Un pourrait venir de la terre, ou alors vous pouvez mettre en place quelque chose d'assez efficient avec un hélico dans le hangar, vous amenez l'autre, il refait le plein, il décolle, vous sortez l'hélico. Enfin, c'est pas simple, il y a une prise de risque qui ne vaut pas forcément la peine. Toujours est-il, c'est toujours très compliqué les opérations aéromaritimes parce qu'il faut des options, il faut des endroits où se poser et il faut respecter le niveau de risque autorisé par le police. Maintenant, l'aérocordage versus montée à bord, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Récemment, on a entendu parler de la perte de 2 Navy Seals qui sont tombés à la mer et qui n'ont jamais été récupérés du fait de tout leur matériel en essayant de monter sur un bateau. Monter sur un bateau en mer est un art pas facile et c'est pour ça qu'il faut arrêter de m'écouter. Moi, je suis plutôt habitué à faire des ronds dans le ciel. On va interviewer un spécialiste qui a fait ça. Temps de paix, temps de crise. Allez, juste avant de passer sur la deuxième partie, point important et point de réflexion, si vous voulez mettre tout sense sur le sujet, faire ce type d'opération, très bien. On comprend complètement la cohérence, surtout que ce n'est pas dû au hasard, mais ça a été fait juste après le discours du président Macron. Sometimes it's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. Ça lui a permis de montrer des actes après la parole. La problématique est quelle est la suite? Que va-t-il se passer pour ce bateau? La dernière fois, il est parti 3 jours après et au final, la seule infraction qu'on avait à leur opposer, c'était un refus d'obtempérer. Je vous rappelle que le bateau était à destination de l'Inde, mais que ce type de bateau, de ce que l'on voit, vont généralement en Chine, en Inde, aux Émirats Arabes Unis. Accessoirement, la Chine, le président vient de dire qu'il faut plus d'investissement en France et c'est des gros partenaires français. L'Inde, très gros client pour notre marché export et on attend d'ailleurs un gros contrat pour les Rafales. Et on a notre motoriste français qui commence à vouloir faire de la joint venture avec les Indiens et les Émirats Arabes Unis. C'est eux qui nous ont fait le contrat du siècle avec plus de 80 Rafales. Je vous rappelle que c'est eux également qu'on voit régulièrement des Mirage 2000 en exercice en Chine. Et une fois qu'on a remis tout ça un petit peu, vous vous rendez compte eh bien, que la géopolitique, c'est marcher sur des œufs. Ce n'est pas simple et c'est pour ça que sur cette chaîne, on va se focaliser sur ce qu'on sait, la partie technique avec notre guest. Merci Pat de nous avoir rejoints. Merci à toi. Donc du coup, nous on s'est connus à l'époque où tu étais tout ce qui est chef de la préparation physique et mentale des pilotes du groupe aérien embarqué. C'était à Landivisio. Avant ça, tu as eu plusieurs vies, un petit peu en gendarmerie, en fusilier marin. C'est ça. Et en fusilier marin, tu as eu la chance de te retrouver à Djibouti et de devoir monter sur des poutres, c'est ça? Oui, tout à fait. À l'époque où je faisais partie, alors on appelait ça le groupe d'intervention et de renfort de Toulon. Donc j'ai eu l'occasion de participer à des missions d'action de l'État pour le contrôle de pêche ou d'immigration clandestine.
en renfort bien souvent des commandos marines présents sur place. Donc tu as des commandos, effectivement, il y a toujours des commandos à Djibouti, mais du coup ils ne peuvent pas tout faire. On a quand même un nombre limité de commandos qui sont très sollicités d'ailleurs, qui sont toujours à gauche, à droite, ou en entraînement, en préparation. Et donc du coup, il n'y a pas qu'eux qui peuvent faire ce genre d'opération. Tu peux également avoir des fusiliers marins avec une petite formation supplémentaire. Voilà, qui ce vont sont des faire fusiliers marins qui sont pas tout à fait commandos marines, mais qui sont quand même évalués, sélectionnés et formés aux opérations dans l'anti-piraterie ou contre-terrorisme maritime. Ok, donc on notera quand même que fusilier marin, ça mène à tout. On a un pilote de C'est ça. Rafale Marine, qu'on salue d'ailleurs, qui est devenu brillant chef de patrouille, qui est toujours d'actif, donc on taira son nom. Mais, moi, je fais la guerre avec et on a tous connu. Très bien. Là, ce qui nous intéresse, tu as vu les images. Oui. Donc, on voit effectivement au début ce NH90, quasiment de nuit, avec les images qui sont prises d'une sorte de plateforme Avia. Ça part. Dedans, on a donc du personnel de la marine, sans patch. J'ai remarqué qu'ils n'étaient pas patchés. Oui. Donc, d'habitude, vous aussi, vous êtes très patch, non, Oui. chez les fusiliers ou... Oui, tout à fait. Le patch. Après, en intervention, on enlève les patchs et C'est ça, donc là, ils savent pour que... rester totalement c'est ça. anonyme. C'est ça, c'est pour de vrai. Nous, c'est pareil, on retire les patchs quand on fait des missions Ops. Et derrière, donc NH90, toi, tu n'as pas connu le NH, tu as connu du Super Frelon. Il y a le Super Frelon à l'époque. Après, à bord d'un Cougar ou Super Puma. Hein, Et tu as fait de la corde, là, on les voit descendre en corde de les lisse. cordes de lisse également, ouais, tout à fait. Est-ce que tu as fait comme dans la chute du Faucon Noir? Est-ce que tu as lâché la corde? Non, j'ai pas lâché la corde. Donc ça va. Donc tu connais des gens qui ont lâché la corde ou pas? Non. Non, c'est plus un truc d'américain. Voilà. Donc ouais, en français, en bon français, vous tenez bien la corde. Non, on tient bien la corde. Ouais. Et donc la corde, c'est une gros une vingtaine de mètres, c'est ça ou... Alors, dans les standards, c'est entre 10 et 15 mètres. D'accord. Au-dessus de la zone de largage de posée. Ok. Et donc là, si je comprends bien, tu as donc la corde lisse, tu as des gants? Oui, des gants en cuir qui protègent bien sûr de la chaleur. Tu descends, tu mets tes jambes, comme quand on veut monter la corde, on le fait avec les jambes aussi, mais toi tu mets tes jambes ou... On coince la corde entre les bottes, quoi, entre les rangers. Tu mets d'une au-dessus de l'autre ou... Non, vraiment côte à côte. Et après on resserre ou on desserre suivant la vitesse à laquelle on veut aller. Ah ouais, donc tu finis, tu as les jambes, ça travaille. Ouais, c'est ça. Ça réchauffe. Okay. Et en plus, tu as le sac, tu as tout le matos. Après, on a le matos, on a l'arme, effectivement, ça fait du, ça fait du poids. Donc c'est stressant, quoi. La première fois que tu fais ça, c'est... Ça reste stressant parce qu'après, derrière, il y a la phase de poser au sol, mais après, il y a toute la phase d'investigation, de progression tactique, qu'on appelle le CQB, le Close Quarter Battle. Et donc, il faut être opérationnel à ce moment-là. Et voilà, ça serait con de se fouler une cheville à l'atterrissage. Carrément. D'ailleurs, là, quand on voit sur les images, ils descendent tous du même hélico. Oui. Il y a pas mal de monde d'ailleurs. Donc, il y a pas mal de monde. On voit un hélico. Ils ne sont pas sur la zone où il y a le H. Ils sont de l'autre côté. Tu vois que l'hélico, là, c'est pour la partie pilote, mais il est très stable. Normalement, tu as des tenues un peu de stationnaire automatique. Mais à ton avis, pourquoi ils y sont allés en hélico? Tu as vu l'état de la mer? En plus, t'es très... Alors, on a un chef de port là, donc capitaine de port, c'est ça ton titre actuellement? Officier de port. Donc, en tant que marin, en plus, tu nous arrives de Bretagne où il y avait une tempête là, je crois qu'il y avait 17 mètres de vagues là. T'estimes la mer comment quand on voit ces images là? La mer est un peu démontée. Après, je me dis qu'une intervention par le franc-bord du navire et par échelle spéléo, c'est peut-être un peu risqué. Et puis, je pense que l'hélicoptère est aussi choisi pour la fulgurance de l'action et la vitesse de transport sur place, quoi. Ouais, c'est plus agile, ça va plus vite, tu vois moins arriver. Par contre, si tu dois arriver... Toi, quand tu es monté sur les boutres, vous y allez en bateau, du coup, vous allez en bord. Donc ça marche comment? Tu as une boutre, vous arrivez en bateau à côté? C'est un abordage navire classique, quoi. On se colle au navire. Après, la responsabilité incombe au pilote, une grosse responsabilité d'ailleurs, en termes de sécurité du personnel. Et après, c'est l'abordage navire, on passe par-dessus le... Vous les appelez avant de monter à bord ou pas? Tu n'as pas de radio sur les boutres Non, rarement on arrive. C'est la surprise et la fulgurance de l'action qui fait notre force en fait. Et après, sur les boutres, les gens se posent peut-être la question au large de Djibouti, là, qu'est-ce que vous alliez chercher en fait? Alors souvent, c'est soit de l'immigration clandestine, mais le plus souvent, suivant la nature de la menace, mais c'est essentiellement du contrôle de pêche ou d'action de l'État en mer. Mais, en collaboration avec les autorités locales. C'est ça. Okay, très clair. Monter à bord... Sauf que souvent on a des surprises. C'est ça, c'est pas drôle. On part pour du contrôle de pêche, mais on y trouve tout un tas de cargaisons illicites. Genre drogue, etc. Des trucs, c'est vrai que là-bas. Et du coup, quand tu montes à bord, là, si demain on te propose d'aller faire un contrôle sur un bateau, tu préfères y aller en hélico, corde lisse, ou tu préfères y aller en bateau et tu te mets à côté?
L'hélico corde lisse. Hélico corde lisse, ouais. C'est plus. T'as connu ou t'as fait des exercices où je parlais tout à l'heure des Navy Seals qui sont passés par-dessus bord. C'est quand même pas évident de passer de ton bateau en pleine mer à un autre bateau, surtout si c'est de nuit. Toi, t'as connu des gens qui ont eu des soucis comme ça ou On peut rappeler un membre du GIGN en 2013 qui, sur une échelle en exercice, sur une échelle spéléo, est tombé et a fait un tout droit et on n'a jamais retrouvé son corps. Ouais, donc même si tu as des dispositifs de flottaison, vous êtes tellement chargé de toute façon que la flottabilité ne marche pas, quoi. Entre la densité du bonhomme c'est ça, et tout le matos que vous prenez, ça ne flotte pas, quoi. Okay. Ouais, donc il y a quand même un risque. Et donc si toi tu es chef de dispositif entre les deux modes d'action avec une mer assez démontée, as quand même si tu as les moyens dispo, tu vas plutôt en hélico. Ouais. D'ailleurs, on a vu les Américains ont fait pareil au début d'année, donc c'est cohérent. Moi, ce qui m'a marqué, c'est, tu as vu quand ils accèdent. Il y a l'ascendance psychologique aussi. Ouais, ok. Ouais, ça fait rouleau compresseur plus le gunship. Ouais, parce que toi, quand tu es avec le petit bateau, les autres sont le gros bateau, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, on les voit accéder à la passerelle. La passerelle n'est pas fermée alors qu'on voit qu'il y a un verrou possible. À ton avis, c'est une bonne initiative de la part de l'équipage de se laisser comme ça accessible? Ou qu'est-ce que vous attendez d'eux? Ou comment est-ce qu'ils sont censés réagir? Parce que tu as comme des gens qui arrivent en hélico en pleine mer sur ton navire. Non. Après, tout dépend de l'individu. Il y a des gens qui ne vont pas se fermer à l'intérieur parce que rien à se reprocher, pourquoi on se fermerait. C'est vrai que si on... De toute façon, c'est une mauvaise chose. Si vous commencez à vous enfermer, de toute façon, le groupe rentrera par la force, par tout autre moyen. Donc, à mon avis, il vaut mieux pour la sécurité ça reste de tous. des marins civils. Voilà. Okay. Après, le monde marin est formé à ce genre de choses aussi. Voilà, donc ça c'est un point intéressant. En tant que pilote de ligne, tu es sensibilisé au fait que tu peux te faire intercepter par un chasseur, et on en voit régulièrement. Il y en a tous les jours des interceptions dans le combat. Les pilotes de ligne se laissent faire. Là, en fait, la différence, c'est qu'en fait, les forces spéciales, les marins viennent dans ton cockpit et après vont te relever directement. Chose qu'on voit dans un film des années 90 dont on vous met un extrait. Il est possible de passer d'un avion à l'autre. What the hell is he doing? Five Lima, where are the cases? Donc, voilà, donc comme tout le monde n'est pas cascadeur chez Hollywood, dans l'aviation on suit, mais chez les marins, il y a possibilité de monter à bord et donc du coup derrière, tes collègues, tes anciens collègues, ça se trouve il y a des mecs que tu as formés, ont ramené tout ça et c'est maintenant entre les mains de la justice. De toute façon, les gens comprennent qu'il vaut mieux tempérer. Mais de toute façon, puisque c'est une force étatique, enfin ils ne jouent pas, ils savent que c'est forcément un État qui monte à bord. Au niveau de ces images-là, ça te paraît bien déroulé? Tu leur mets combien sur 20 là aux collègues? Je ne suis pas en place de juger, de mettre une note, mais non, on est entre 19 et 20. Voilà, moi j'aurais mis 21 par principe pour la beauté du geste. C'est ça, donc avec 400 ans de la marine quand même, magnifique. Donc en fait, ce genre d'opération, ce que je me rappelle, c'était il y a 20 ans, ça passe. Mais oui, il y a un standard OTAN là-dessus. Donc ça commence par une première phase de reconnaissance par l'aéronef. Puis, ce qu'on voit d'ailleurs avec les images qui ont été communiquées. Puis la phase d'appui-feu, où là, la zone peut être éventuellement traitée par le sniper ou tireur d'élite qui est à l'intérieur de l'hélico. Ouais. Ensuite vient la phase de positionnement de l'appareil, du stationnement, donc en stationnaire. Après, tu me disais, la zone de largage, de posée, après tout dépend du pilote. C'est lui qui décide. C'est lui qui va décider, mais bien souvent c'est en plage arrière ou plage avant, au-dessus de la plage de manœuvre. Et puis là, les gars, ça déroule un par un sur les 15 mètres de corde. Et ils mettent pas longtemps à descendre, c'est l'ordre de 2 à 3 secondes. Une fois au sol, que tout le monde est au sol, ils vont faire un cercle pour faire le contrôle de zone, là, à 360. Et puis vient la phase de progression tactique, le CQB, donc Close Quarter Battle. Et première des choses, c'est aller investir la passerelle pour faire couper les machines. Souvent, fait couper les machines et puis l'arraisonnement du personnel. Dans les points intéressants qu'on voit, donc là on est juste après le détroit de Gibraltar. Il y a eu de la coopération avec les Britanniques qui ont aidé avec un petit fast boat apparemment et un peu de renseignement. Donc on est
avec un navire qui n'a pas freiné. Moi, c'est ce qui m'a marqué dans les images, tu vois que le navire n'est pas à l'arrêt, donc il continue d'avancer au moment de l'arrêtement. Mais il garde toujours de l'air, hein, de toute façon, même machine. Même s'il coupe, il va garder de l'air. Donc, mais c'est vrai que moi, il me paraît quand même aller assez vite. Et après, derrière, l'autre point moi, qui m'a un petit peu marqué, c'est effectivement qu'ils ont laissé ouvert la passerelle. Comme ça, ils se laissent prendre et tu vois que ça ne moufte pas et que le commandant n'a pas appelé son équipage. Tu vois, il n'y a pas grand monde en passerelle. Moi j'ai trouvé qu'ils avaient l'air assez zen à bord, donc je ne sais pas si... Ouais, voilà, c'est ça. Donc après avoir à raisonner, et c'est là que vient toute la partie d'investigation, de fouille de navire. On va contrôler tous les actes administratifs du navire. Et puis après, l'investigation pour voir s'il y a des cargaisons illicites, l'immigration clandestine ou autre. Et après, vous faites une passe en arrière vers la justice et vers ces points-là. Exactement. Et après, il y a les autorités compétentes, chacun son travail, qui vont gérer le côté police et administratif de la chose. Je lisais qu'il y a des gars à Uber qui sont barreurs également, mais apparemment, d'après certaines sources journalistiques, ils ont fait venir des barreurs. C'était plus le métier là, sur un bateau de cette taille-là pour reprendre un peu la suite de l'équipage. Mais en tout cas, affaire à suivre. C'est qu'il y a plus de 600 navires sous sanction, donc ça peut faire du travail. On fera peut-être pas une vidéo sur chaque, mais en tout cas, si vous voulez vous initier un petit peu au CQB, on a quelques stagiaires qui vont le faire dans ce milieu-là. Ça va être sympa. Tu as ramené les jumelles et j'ai ramené tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour naviguer dans ces grandes étendues-là. Ou sinon, si vous le souhaitez, c'est dans les Landes. Pas forcément plus évident pour naviguer dans les Landes. Et c'est en mai prochain et Pat sera là. Allez, merci Pat. À très bientôt. Et puis nous, on va bosser un peu. Et on va préparer notre peau pour le soleil. Allez, fly safe. Merci Pat.